Oui, bonjour à tous. Je me présente, Alexandra Champy de la société SACLife France. Je suis accompagnée par deux collègues, Monsieur Thomas Leterreux. Bonjour, comme Alexandra a dit, Thomas Leterreux, je suis ingénieur en sécurité radioprotection pour SACLife et on vient aujourd'hui, donc vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait dans nos métiers tous les jours, qu'est-ce que notre société fait. Et voilà, échanger un peu avec vous sur les questions que vous pouvez vous poser sur quelles études il faut faire pendant le lycée, après le lycée, un peu toutes les questions qu'on se pose et que nous on se posait avec Romain. Donc il y a aussi M. Romain Fourny. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je travaille dans la même équipe que Thomas en tant qu'ingénieur commercial. Donc, ça va faire 2 ans. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'écart. Je me posais pas mal de questions il y a 6-7 ans sur mon orientation. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui un petit peu pour essayer de vous éclairer. Alors, on devait avoir Madame Célia Gervasi, mais qui est absente, qui était sur un poste de conducteur de ligne incinération, mais on en parlera quand même parce que ça peut vous intéresser. Donc, on va commencer la présentation de l'entreprise. Donc, SACLife France fait partie du groupe EDF, c'est-à-dire qu'on est 100% filiale EDF. On est une filiale qui est en dernier dans la vie du cycle radioactif. On est dans le démantèlement et le traitement des déchets nucléaires faiblement et très faiblement radioactifs. Donc, en fait, tout ce qui est des centrales nucléaires vient chez nous. On vous expliquera un petit peu les procédés et tout ça. Donc, on va un petit peu vous présenter d'où viennent les déchets nucléaires. Donc, les déchets nucléaires viennent principalement de 60% de l'industrie électronucléaire. Qu'est-ce que c'est l'industrie électronucléaire? C'est les centrales nucléaires. Voilà. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres déchets qui viennent de la recherche, du médical, de l'armée, parce que par exemple en France, on a des sous-marins nucléaires. Donc, dès que les sous-marins nucléaires s'arrêtent, il faut les démanteler et s'occuper des déchets suite à ce démantèlement. Et aussi du médical, donc c'est surtout les hôpitaux, et de certaines industries aussi. Voilà. Donc, SACLife est un acteur européen, c'est-à-dire qu'il existe SACLife France, mais il y a aussi 2 autres entités en Europe, qui est SACLife UK et SACLife Suède, qui font un peu les mêmes activités, mais en moins gros que nous sur du démantèlement et du traitement de déchets. Donc, nous sommes la plus grosse unité, nous sommes uniques en France, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui faisons ça et qui ont ces procédés pour le traitement des déchets. Sachant que SACLife, c'est aussi d'autres entreprises. Il y a Graphitech qui s'occupe, par exemple, de l'accompagnement dans le démantèlement et le traitement. SACLife Digital Solutions, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, nous, on est ici, c'est l'usine de Centraco qui est à côté. C'est entre Marcoule et Méloc. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas très loin de Bagnoles. Oui. Donc, voilà. On va rentrer un petit peu. Si on peut passer la vidéo, on va laisser une vidéo pour présenter et ensuite on continuera. SACLife aujourd'hui, c'est une filiale du groupe EDF, 3 sites industriels en Europe, des centres d'ingénierie et de simulation 3D, plus de 700 employés. Leader européen de la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement nucléaire, SACLife crée des solutions innovantes avec la sécurité et la sûreté comme priorité absolue pour une filière nucléaire responsable et durable. Avec une augmentation prévisible du volume de déchets radioactifs, les opérations de démantèlement ont imposé de nouveaux challenges. Pour répondre à ces enjeux contemporains et futurs, SACLife s'engage au service de ses clients et de ses collaborateurs en plaçant les valeurs d'excellence, d'innovation et de performance au cœur de son ambition d'entreprise responsable. Entreprise experte, SACLife dispose d'une équipe hautement qualifiée, présente dans toute l'Europe.
Elle pilote les démantèlements les plus complexes avec la maîtrise des risques et des coûts pour plus d'efficience. Partout en Europe et dans le monde, CycLife propose des solutions de démantèlement sur mesure, pilotées par la gestion des déchets, avec ses usines implantées en France, au Royaume-Uni et en Suède, et l'expertise d'ingénierie de ses filiales spécialisées, CycLife Engineering, CycLife Digital Solutions, Graphitech. Avec l'ensemble de ses compétences, CycLife participe avec le groupe EDF à gérer de manière responsable le cycle de vie des installations nucléaires en préservant les ressources pour les générations futures. CycLife France, c'est 300 salariés sur des sites de production français et une offre de services globale proposée à ses clients dans le traitement des déchets radioactifs de faible à moyenne activité. Depuis 30 ans, CycLife œuvre à préserver les capacités des centres de stockage en France grâce à la réduction du volume des déchets radioactifs. Mise en service en 1999 et située à Codolet, dans le Gard, Centraco est une installation industrielle unique en France qui traite et réduit le volume des déchets nucléaires de très faible à moyenne activité. Elle dispose d'une unité d'incinération et d'une unité de fusion de déchets radioactifs sur une superficie de 11 hectares. En 20 ans, ce sont plus de 95 000 tonnes de déchets radioactifs qui ont été traités par les fours de fusion et d'incinération. L'unité d'incinération est équipée de plusieurs ateliers de préparation et d'un four permettant l'incinération des déchets solides et liquides en toute sûreté. CycLife France peut traiter jusqu'à 6 000 tonnes de déchets par an pour en réduire le volume de 95 %. L'unité de fusion est équipée d'un atelier de découpe consacré aux composants métalliques volumineux. Après le tri et la mise au gabarit, les déchets sont déposés dans un four à induction d'une capacité de 4 tonnes. Le métal fondu est transformé en lingots. Le volume des déchets est réduit de 90 % à l'issue de ces opérations. Une partie de ces déchets métalliques peut être recyclée en protection radiologique intégrée pour conditionner d'autres déchets nucléaires spécifiques. Et pour toujours mieux répondre aux besoins de ses clients, CycLife France a conçu, en partenariat avec EDF, des machines mobiles de traitement et de conditionnement adaptées à chaque type de déchets radioactifs, intervenant directement sur les sites de production des clients. Disposant d'une équipe d'ingénierie intégrée et de la maîtrise de technologies de pointe, CycLife France met son savoir-faire au service de ses clients en apportant des réponses spécifiques à chacune de leurs problématiques. Les matières et déchets radioactifs particuliers sont pris en charge grâce à des études préalables et à la mise en œuvre de solutions d'ingénierie abouties ou par l'adaptation ou la création de nouveaux procédés. Les déchets sont ensuite orientés vers de nouvelles filières de prise en charge avant expédition vers les centres de stockage. Grâce à leurs outils industriels performants et à leurs procédés complexes, les équipes de CycLife France développent une expertise unique et incontournable dans ce domaine. Forte de son expertise et des ressources du groupe EDF, CycLife s'impose comme le leader européen de la gestion des déchets radioactifs et du démantèlement des installations nucléaires. CycLife, c'est la promesse d'un engagement sur des pratiques responsables, la sûreté des installations, la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. Les entités de CycLife sont certifiées ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001 ou OHSAS 18001. Donc, comme vous avez pu le voir, on est 300 salariés et on a différents métiers chez nous. Ça va de l'opérateur incinération à l'ingénieur. Ensuite, on a aussi beaucoup de prestataires chez nous, donc on fait travailler beaucoup d'entreprises chez nous, des entreprises qui viennent pour de la maintenance, qui viennent pour traiter et nous aider sur certaines activités. Ensuite, on a en 20 ans, comme c'était dit, 85 tonnes de déchets traités dans ce site. Voilà, c'est juste pour. Donc, comme je viens de vous le dire, en fait, on a plusieurs équipes en fonction des activités. Donc, c'est très large comme spectre de besoins. Et notamment, notre besoin de recrutement se compte sur des métiers techniques, mais pas que, mais beaucoup sur des métiers techniques, effectivement.
Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a les conditionnements, il y a le transport. On a aussi des besoins de transport. Il y a la gestion par la fusion. Donc, on a des métiers spécifiques. Donc ça, on rentrera dans le détail après. Donc là, c'est un petit peu pour vous visionner. Là, vous voyez un laboratoire. Il y a aussi un laboratoire sur Centraco. Donc, il y a un peu de chimie et des profils en chimie aussi. On a des profils, il y a un magasin. Donc, il y a du cariste, il y a de la gestion de stock. Et ensuite, il y a aussi des métiers plus spécifiques, électricité, décharge et consignation. C'est les personnes qui mettent en sécurité pour qu'il y ait les interventions dans le cadre de la maintenance notamment, pour qu'on puisse intervenir sur les installations. Donc, chez nous, pour rentrer, il y a certaines contraintes. C'est-à-dire qu'il y a un suivi médical renforcé, il y a une aptitude et une visite médicale à passer. Attention, c'est le milieu du nucléaire. Donc, la visite médicale, c'est le check-up complet. Il y a la prise de sang. Il faut, voilà. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne doivent pas se trouver dans votre sang, ça sera détecté par le médecin du travail et vous ne pourrez pas rentrer chez nous. Je tiens à le dire. Ensuite, c'est des horaires décalés. C'est-à-dire que chez nous, il y a différents horaires. Vous pouvez travailler en 5-8. Qu'est-ce que c'est le 5-8? Vous pouvez travailler, par exemple, 2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 4 jours de repos. Ensuite, il y a des cycles type du 2-8, c'est sur la semaine. Vous travaillez par exemple 3 jours le matin et 2 jours l'après-midi. Et la semaine d'après, inversement. Il y a des horaires décalés, la fusion par exemple. Et sur 4 jours, vous commencez à 7h du matin, vous finissez à 15h45 par exemple. On a vraiment des horaires très différents avec des avantages pour la vie privée qui peut être appréciable. Ensuite, il y a des spécificités techniques dans la conduite de chariot, comme vous avez pu le voir. On a aussi des ponts. Voilà, c'est des métiers assez avec de la manutention. Ce qui est important chez nous, c'est le savoir-être. Je tiens à le dire parce que on ne fait pas des gâteaux au chocolat. Donc, ce qui est important, c'est qu'on trouve des personnes qui soient rigoureuses, qui ne fassent pas n'importe quoi. Parce que chez nous, quand vous faites quelque chose qui n'est pas autorisé, il y a des conséquences derrière. Donc, c'est des métiers à forte responsabilité. Donc ça, il faut bien s'interroger si vous souhaitez venir postuler chez nous, si vous voulez participer pour votre environnement, parce qu'on est une société qui bâtit l'avenir dans le traitement des déchets, on prendra des personnes où le savoir-être est quelque chose d'intégré. Voilà. Ensuite, les métiers sont de plus en plus féminisés. Alors, c'est dommage, il n'y a pas Célia, mais Célia, par exemple, est conductrice. Et elle est en poste T5-8 parce que son poste, voilà. Et c'est un métier où il y a quelques femmes qui commencent à faire. Donc, je tiens à dire aux filles, venez nous voir, venez postuler chez nous. Voilà. Ensuite, il y a des formations spécifiques liées au nucléaire. Vous ne connaissez peut-être pas, le RP1, c'est le minimum pour rentrer chez nous. Sachant qu'après, nous, on s'occupe du reste. Si vous rentrez chez nous, on va vous former sur par exemple, s'il faut conduire un chariot, on va vous former sur le chariot. S'il faut faire du pont, on va vous former sur le pont. Et on a aussi un système de compagnonnage sur les différents métiers. Pour vous donner un exemple, le métier de Célia, qui est conductrice, il faut 1 an d'accompagnement, de compagnonnage sur ce métier. Alors, ça va plus ou moins en fonction des profils. Ensuite, par exemple, il y a d'autres métiers, c'est 6 mois. Chargé de consignation, les personnes qui s'occupent d'intervenir pour mettre en sécurité lors des interventions, notamment sur l'électricité, c'est 6 mois. La fonderie, qui est un métier spécifique, où il y a un BTS fonderie qui existe, mais c'est vraiment spécifique. Nous, on prend des gens qui ne connaissent pas la fonderie, parce qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, nous, on va vous former sur les métiers d'opérateur fondeur, de conducteur du four. Donc ça, on vous accompagne si vous êtes recruté chez nous. Ensuite, comme on vous l'a représenté, il y a les métiers de l'incinération. Donc les métiers de l'incinération, on reçoit les déchets et en fait, on les met dans un incinérateur qui les brûle. Donc, on a des cendres qu'on bloque. Donc, on a tout un panel de métiers différents qui va du simple opérateur à le conducteur. Donc, chez nous, pour rentrer, par exemple, un opérateur, on demande généralement un métier technique, bac, par exemple.
Mais ça nous arrive aussi de prendre des gens qui n'ont pas forcément la compétence technique et de l'accompagner. C'est possible aussi, ça dépend de la motivation, ça dépend dans le cadre de recrutement, si on sent que la personne a le savoir-être qu'on recherche, eh ben, on va investir dans cette personne. Les conducteurs, c'est des postes qui sont accessibles au BTS, mais ça on va le voir tout à l'heure. Ensuite, comme je vous disais, il y a la fusion. Donc là, vous avez les images du four en fusion. C'est un métier très spécifique. Et là, on a des fondeurs qui s'occupent de ça. Donc, c'est des métiers qui sont en contact de la chaleur. Donc, il ne faut pas avoir peur de la chaleur, qui est en contact de la radioactivité aussi. Mais ce n'est pas le plus gros risque chez nous. Mais ça, on va en parler aussi. Donc, je vais vous parler, parce que ma conductrice n'est pas ici. Donc, je vais parler en son nom. Donc, les conducteurs. Chez nous, c'est des formations Bac+2 qu'on recherche, techniques, type CIRA, électrotechnique ou maintenance. Donc, on recherche ces profils-là, sachant que ça nous arrive de prendre des profils un petit peu atypiques. Par exemple, Célia avait un profil métier de l'eau, ensuite énergie sur une licence. Donc, on l'a adapté sur le métier de conducteur. Mais elle avait certaines bases de connaissances spécifiques en automatisme, des choses comme ça qui font qu'on a pu l'adapter. Ensuite, c'est des métiers à forte responsabilité, dans le sens où chez nous, le risque principal, c'est l'explosion, l'incendie et la contamination. Et c'est surtout l'explosion et l'incendie. Donc, quand vous venez chez nous pour être conducteur, il faut être quelqu'un de sûr de soi, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des responsabilités. Donc ça, c'est important, il faut en avoir conscience, sachant que vous êtes accompagné et qu'on ne vous lâche pas tant qu'on ne vous sent pas capable. Et on se sent utile dans le sens où on participe à une entreprise qui fait l'avenir, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Qu'est-ce qu'on en fait? On les enterre dans le sol. En fait, la radioactivité, on ne peut pas la traiter. Elle baisse avec le temps. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans le sol. Mais les lieux de stockage, il n'y en a pas 36 000 en France. Ça veut dire qu'avec tous les démantèlements, les vieilles centrales nucléaires qu'on va retirer, vous allez avoir un jour quelqu'un qui va dire « À côté de chez vous, je peux mettre une poubelle nucléaire ?» Vous allez dire quoi? « Non, je ne veux pas. » Donc, nous, on participe à l'environnement, c'est-à-dire qu'on gère ces déchets pour les réduire leur volume et les mettre sous terre et qu'on ait moins de problèmes. Voilà. Après, la radioactivité, on expliquera un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir une petite parenthèse pour les Bac Pro? Comment ils se situent? Parce que vous parliez de profils particuliers. Oui. Nous avons pas mal d'élèves de Bac Pro, MEI, TU, MELEC. Oui, ELEC, par exemple, nous avons un conducteur chez nous qui a effectué un Bac Pro ELEC et ensuite un BTS CIRA et qui est venu chez nous. Je crois qu'il vient du lycée La Salle, par exemple. Donc, nous, on est ouvert à ce type de profil, effectivement. Si vous souhaitez venir chez nous, pour être conducteur. Après, il y a des postes d'opérateur. Vous pourrez rentrer avec un Bac Pro, sans problème. Les évolutions de métiers, c'est des évolutions sur des métiers toujours d'exploitation, chargé de consignation, rondier. Alors, les rondiers, c'est les personnes qui font le tour des installations pour voir si tout se passe bien et s'il ne faut pas intervenir. De la maintenance ou de la sécurité, il y a des passerelles sur des métiers autres, par exemple la sécurité de tous nos travailleurs. Et des évolutions sur des postes à management, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, et il nous faut des adjoints et des chefs d'équipe, des chefs de cas pour organiser tout ça. Parce que chez nous, par exemple, sur l'incinération, c'est des équipes de 12 à 14 personnes.
Quelques mots sur la fusion. Comme vous avez pu le voir, c'est un métier très particulier, avec des contraintes chaleur, port du masque, port de la combinaison pour se protéger du chaud et du feu. Comme c'est un métier très particulier, par exemple, on a un jeune, Michael, qui vient de votre lycée, qui ne trouvait pas du travail, qui avait un bac pro, et qui, on a senti qu'il avait envie, que ça ne lui faisait pas peur. Donc, du coup, on l'a rentré sur l'amont-aval, c'est-à-dire c'est le traitement avant le four. Et maintenant, on va le basculer sur opérateur fondeur. On commence à le former sur ce métier, sur les messieurs que vous avez vus près du four. C'est très impressionnant. Si vous avez la chance un jour de venir chez nous visiter, on essaiera de remettre des visites. Mais c'est très impressionnant. Mais c'est des métiers qui s'accompagnent et qui vous sont accessibles. Je tiens à le dire, qui vous sont accessibles. Si c'est quelque chose qui peut vous attirer, si le danger ne vous fait pas peur, on va dire ça comme ça, il faut avoir une certaine peur, mais si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue qui va présenter son métier. Déjà, une petite chose, et écoutez pas ce que dit Alexandra, il n'y a pas de danger chez nous. Il ne faut pas vous disiez, je vais aller travailler, je vais me mettre en danger. Ça, c'est pas possible. Et c'est un peu mon rôle à moi. Donc, je vais vous présenter pas vraiment uniquement ce que je fais, mais ce qu'il est possible de faire avec les formations qui vous intéressent donc dans mon service. Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ingénieur sécurité radioprotection. C'est quoi mon taf? Aujourd'hui, Alexandra là, vous a présenté tous les aspects techniques qu'on fait avec tous les procédés. On a un procédé d'incinération, un procédé de fusion. Donc c'est sûr, c'est hyper parlant. On voit des gars, ils manipulent du métal en fusion, c'est hyper intéressant. On se pose des questions sur quels sont les risques sur lesquels on peut les exposer. Mon travail, c'est de vérifier que ces gars-là, on ne va pas prendre de gants, ils se blessent pas, ils se tuent pas. Aujourd'hui, en plus, on est dans une industrie qui est nucléaire. Donc, niveau physique, je ne connais pas exactement les programmes, mais la radioactivité, ça nous parle ou pas? Donc, sans rentrer dans le détail, vous savez que c'est quelque chose qui est relativement dangereux selon le niveau d'exposition. C'est la deuxième partie de mon travail. C'est vérifier que toutes les personnes qui travaillent chez nous, à Centraco, mais pas que à Centraco, on vous a présenté, il y a des machines mobiles aussi qui font le tour de tous les CNPE. Là, il y a des gars, ils rentrent presque dans le cœur du réacteur, ils vont aller traiter des déchets, donc les résines échangeuses d'ions, c'est un peu technique, et là, ils vont être exposés à des niveaux de doses qui sont importants. Mon travail à moi, c'est de vérifier que ces gars-là, ils ne soient pas surirradiés. Vous avez vu la série Tchernobyl un peu? Non. Vous n'avez pas vu la série Tchernobyl? Bah, ce soir, vous la regardez, après avoir fait le devoir, et vous allez voir un peu quel est le risque des personnes qui sont surexposées. Donc, c'est un peu choquant. On peut voir des images un peu fortes. Ce n'est pas ce qu'on a sur Centraco aujourd'hui. Mais c'est une partie du métier. Et ça, c'est une partie d'un métier très intéressant. OK, j'ai entendu qu'il y a quelques BTS qui font un peu d'électricité, un peu de choses. Moi, c'est un peu moins technique, électrique, mécanique, mais c'est de la technique. On va utiliser du matériel pour vérifier certains débits de dose. Des débits de dose, c'est on vérifie que vous n'allez pas être exposé quand vous allez rentrer dans un local. On va vérifier qu'il n'y ait pas de contamination. Vous avez vu sur la fusion, les mecs qui portent des masques avec des grosses cartouches. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand on fond le métal en fusion, il y a un peu des particules qui vont un peu dans l'air. Et ces particules, on ne veut pas qu'elles aillent dans vos poumons. Donc, comment on a écrit ça? En fait, ma mission à moi, c'est appuyer et conseiller l'exploitant et la direction sur les aspects de la sécurité et de la radioprotection. Et vérifier le respect de la réglementation. Ça c'est l'aspect le moins intéressant, mais on y passe tous. C'est comme ça, on doit vérifier qu'on respecte la loi. Et c'est aussi votre cas dans la vie de tous les jours. Vous êtes sur la route, vous vérifiez que vous respectez les 50 à l'heure pour ceux qui sont en conduite accompagnée aujourd'hui. Donc, pour faire mon métier à moi, qu'est-ce qu'il faut? Il y a plusieurs possibilités. Pour ceux qui sont en filière générale, vous pouvez passer par un bac plus 2, un bac plus 3, un master. Donc là, il faut s'orienter et faire un peu de physique. Il faut être pas dégoûté par la physique et les maths. Et vous vous orientez sur ce genre de choses. Pour les plus courageux, vous pouvez faire une école d'ingé. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Après, il n'y a pas que ça comme métier. Vous pouvez voir là sur la droite, on parle, moi je suis ingénieur, mais on a aussi des chargés d'affaires, des techniciens, des formateurs.
En fait, on va recruter pour l'aspect sécurité radioprotection des personnes qui peuvent avoir tout type de bagage. Vous pouvez venir avec un bac+2 et on va vous donner des formations. Une fois que vous arrivez dans l'entreprise, que ça vous intéresse, que vous avez envie de venir bosser pour la sécurité des autres personnes, on va pouvoir vous dispenser des formations adaptées pour que vous puissiez appréhender le métier et être formé. Ce qui est important, c'est que si c'est l'entreprise qui vous forme, vous êtes salarié de l'entreprise. Ce n'est pas comme au lycée quand vous êtes les fesses sur une chaise, vous écoutez un prof parler pendant 8 heures et vous n'êtes pas payé. Là, dans l'entreprise, vous êtes payé. Et ça, c'est une donnée importante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais remettre mes lunettes, je suis un peu mûr. Donc, moi, dans mon service, il y a une grande diversité de sujets. Donc, on va, pour un peu contextualiser aussi, je vais un peu parler de radioprotection. Alexandra, tout à l'heure, elle a parlé des gars qui conduisent des ponts, qui conduisent des chariots. Vous imaginez bien qu'un gars qui conduit un chariot qui fait 48 tonnes, il ne peut pas le conduire comme il veut. Il y a un peu des règles à respecter. Il y a des consignes de manutention à respecter. Ça, c'est aussi un aspect du travail. Pas forcément de mon travail, mais des collaborateurs à moi qui sont dans mon service. C'est tout cet aspect-là qui est intéressant dans ce métier. Et les perspectives d'évolution, ben forcément, vu que vous êtes dans une entreprise du nucléaire qui est du groupe EDF, vous n'êtes pas cantonné uniquement dans un métier. Ce n'est pas parce que demain, vous dites allez, je vais faire mon BTS en technicien radioprotection, je vais aller faire des mesures de contamination, de débit de dose pour vérifier que les gars ne sont pas surirradiés. Demain, si vous voulez changer, vous pouvez aller dans un autre service, aller faire un peu de maintenance. Si vous avez les capacités, si vous avez l'envie, vous pouvez aller dans un autre service ou même en consignation chez l'exploitant. En fait, ça vous ouvre toutes les portes. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que dans le métier du nucléaire, si vous y mettez un pied, si vous avez un minimum d'envie et de formation, vous pourrez après vous élargir. Vous n'allez pas vous cantonner que dans un métier. Parce que moi, quand j'avais votre âge, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 10-15 ans, parce que j'ai 30 ans, ce que je n'avais pas envie de me dire, c'est que je me levais tous les matins, je vais faire le même taf tous les jours, et ça, ce n'était pas forcément le plus intéressant. Aujourd'hui, c'est ça qu'on aimerait vous passer comme message. Ce n'est pas parce que vous allez faire un BTS électricien que vous allez faire un électricien toute votre vie, ou des câbles, ou quoi que ce soit. Vous avez des questions un peu sur cet aspect du métier, ce que je peux faire, ou je passe la parole à un collègue qui a un autre métier hyper intéressant. On fera les questions après. Allez, on fera les questions après. Ben, je vais laisser la parole à Romain Fourny. Donc, du coup, merci Thomas. Donc, moi, je suis sur un poste qui est un petit peu différent, qui est plus basé vers l'externe, donc un petit peu moins vers les procédés industriels qu'on peut avoir au sein de SacLife France. Cependant, il y a également donc, au sein de notre service différents métiers et différentes possibilités avec une multitude de possibilités et selon la formation que vous ferez. Mais il n'y a pas une formation type comme l'a dit Thomas, et je prendrai un exemple d'un collègue qui est arrivé au même poste d'ingénieur commercial et qui est parti finalement d'un poste très technique. Donc moi, je suis un peu plus jeune que Thomas, j'ai 26 ans, je viens d'avoir 26 ans, et donc ça va faire 4 ans que je suis dans le milieu du nucléaire, un secteur que je ne connaissais pas du tout. À la base, j'avais un peu l'ambition de travailler pour l'environnement, mais le nucléaire, ce n'est pas forcément quelque chose qu'aujourd'hui on associe à l'environnement, mais comme l'a très bien dit Alexandra, aujourd'hui le but c'est quand même de réduire l'impact sur notre génération, les générations futures, pour éviter qu'on se prenne des Covid tous les 5 ans et qu'il y ait un changement climatique assez fort. Donc moi, ma mission, c'est d'être vraiment le premier interface, le premier interlocuteur avec le client. Donc, ramener des déchets au sein de SacLife France pour faire travailler finalement l'ensemble des équipes et tourner l'usine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me rendre sur des sites clients, donc en déplacement, ça peut être à l'étranger comme en France, puisqu'on développe également le traitement de déchets à l'international. Donc ensuite, une fois que j'ai pu identifier avec le client son besoin, je vais lui proposer différentes solutions, donc la fusion, l'incinération ou autre. Et je vais ensuite voir avec lui les conditions économiques qu'on peut lui proposer, est-ce que ça lui va et comment ça lui va. Et donc, on va travailler main dans la main avec le client. Donc, au sein de notre service, voilà, donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur
Et j'ai fait également une spécialité au sein d'une école de commerce, donc à Nantes. Je suis nantais d'origine. Je suis expatrié dans le sud. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a différents métiers. Il y a un autre ingénieur commercial, par exemple, il a travaillé au début comme chef d'équipe pour des machines mobiles que vous avez vues. Donc, il a aujourd'hui 59 ans, 60 ans. Et il va partir prochainement en retraite. Et ça va faire 6-7 ans qu'il fait ce métier d'ingénieur commercial. Donc, il est vraiment parti, je dirais, du poste technique d'opérateur et de chef d'équipe. Donc, après, il a géré plusieurs opérateurs. Et ensuite, avec l'expérience qu'il a acquise, il a pu monter et donc finir ingénieur commercial. Et quand j'en parle avec lui, il me dit souvent, moi, je ne pensais pas du tout finir ma carrière en tant qu'ingénieur commercial en ayant démarré un poste un peu plus technique, un peu plus terrain. Donc voilà, il ne faut pas se mettre de barrière, comme l'a dit Thomas, parce que vous pouvez tous y arriver, je pense, et il n'y a pas un parcours type. On travaille également donc, avec une assistante commerciale, donc c'est plus un profil Bac+2, qui nous accompagne donc, pour rédiger les offres. Elle va nous assister sur tout ce qui est la prise de rendez-vous, la prise de contact, etc. Et donc, voilà, il faut aussi savoir qu'il y a des chargés d'affaires. Donc, moi, je m'appuie sur des spécialistes techniques qui vont me permettre de répondre techniquement, parce que je ne suis pas un expert technique. Moi, je rassemble les connaissances de chacun. Enfin, juste pour vous donner une idée des points forts de l'activité, c'est qu'on va pouvoir avoir des missions très, très variées. Donc, on va parler avec des opérateurs, mais on va également présenter à la direction, par exemple. Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut démarrer un poste opérationnel, on peut finir ingénieur commercial, on peut finir chef de projet, on peut démarrer chargé de projet, chargé d'affaires, donc c'est-à-dire Bac+2, Bac+3, et on va pouvoir monter progressivement pour atteindre des postes où on va gérer des équipes entières pour notamment le commerce. Voilà. Et je vous lâche parce que je vois qu'il y en a qui sont impatients d'aller à la récré. Comme le disait Romain, chez nous, il y a des profils qui ont, par exemple, un bac pro technique et qui évoluent au sein de l'entreprise. Donc, le bac pro vous ouvre des portes. Hein, on ne demande pas forcément sur tous les postes un bac+2, mais un bac pro peut être suffisant pour déjà mettre un pied chez nous et ensuite, vous pouvez évoluer et construire votre carrière. Voilà. Je tenais à préciser qu'on accompagne les jeunes, quoi qu'il arrive, dans le cadre des métiers spécifiques que nous avons. Voilà. Si vous avez des questions, on va peut-être passer au moment des questions pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Je vous laisse la parole si vous avez des questions ou pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées pour nous rejoindre et contribuer à l'environnement? Voilà, on est une entreprise quand même qui a un but qui a à cœur pour les jeunes. Je ne sais pas si vous êtes intéressés ou pas. Est-ce que vous prenez en alternance le BTS SIRA? Alors, on aimerait bien prendre en alternance le BTS SIRA. Le problème, c'est que les postes de conducteurs sont en 5-8. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on rentre les personnes sur la maintenance. On essaye de faire sur la maintenance, mais j'ai une difficulté, c'est que c'est des postes 5-8. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on voit pour essayer d'adapter et d'essayer de rentrer des personnes sur l'exploitation et sur la conduite, parce que le BTS SIRA, c'est quoi vos compétences? C'est la régulation, l'automatisme, l'électricité. Donc, voilà. Donc, c'est soit la maintenance, soit sur de l'exploitation. Donc, effectivement, on est intéressé par des alternants. On en prend quelques-uns. Parce qu'on est 300 salariés, donc on en prend une petite dizaine, voire minimum 5 par an. Mais vous pouvez nous envoyer, alors j'avais une diapo, voilà. Vous pouvez nous envoyer votre candidature si vous êtes intéressé. Là, vous avez recrutement@saclife.fr pour envoyer, c'est l'adresse mail. Et ensuite, vous pouvez nous voir sur notre site internet, saclife-edf.com. Donc, c'est processus d'entretien pour l'alternance. Alors, passage de tests techniques et ou de personnalité en fonction des emplois. L'alternance, on fait surtout des entretiens. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer et de. Voilà.
Merci. On ne peut pas prendre tout le monde, mais si on peut en prendre des personnes et qu'on estime, suite à l'entretien, que vous êtes motivés, ben, on vous accueillera, pas de souci. Dans la filière STMG, tu ne connais pas? Alors, je n'ai pas compris la filière quoi? STMG. STMG, c'est Tertiaire. tertiaire. On peut prendre du tertiaire, ça dépend des profils. On a des tertiaires, on a des alternants assistantes, on a des alternants sur le magasin qui viennent de la logistique. Voilà, oui, effectivement, mais c'est voilà, on n'a pas énormément, on doit avoir 2 ou 3 alternants sur du tertiaire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'alternants qui sont pris? Alors, sur les alternances, ça dépend des profils. Sur la maintenance, on prend beaucoup d'alternance, on prend des bacs pro, par exemple, en alternance ou en stage. On prend aussi des stagiaires sur bac pro. Ensuite, si ça se passe bien, on a déjà fait plusieurs, effectivement, sur le BTS, on a continué avec eux. Après, sur les postes, on essaye de fidéliser, mais le problème, c'est que comme on est une petite structure, on n'est que 300 salariés, ben, c'est en fonction des besoins. Donc, on peut construire des choses, mais voilà, la visibilité, je ne l'ai pas forcément pour vous dire, oui, on vous gardera. C'est vous mentir que de vous dire ça. Mais effectivement, si on peut vous accompagner, on le fera. Si ça se passe bien et que vous souhaitez rester avec nous pour un BTS après un bac pro alternant ou un stage chez nous, on a déjà gardé effectivement des jeunes chez nous. Sachant qu'une fois que vous avez mis le pied dans une structure, ça vous ouvre des portes à côté, parce qu'il y a à côté de nous, il y a Melox, il y a Orano. Donc, si déjà vous avez fait une alternance chez nous, déjà vous savez qu'Orano va vous recevoir. Voilà. Faut pas avoir peur. Moi, j'ai fait une alternance avant chez EDF. Faut pas avoir peur de postuler, même si, je ne vais pas vous mentir, faire des lettres de motivation et puis faire la démarche, c'est un peu chiant. Mais faut la faire parce que, effectivement, moi, sans le stage, en fait, j'ai fait un stage, j'ai fait une alternance. Et après l'alternance, on m'a proposé un CDI. Mais c'est step by step, j'ai envie de vous dire. Et vraiment pas avoir peur de postuler. Au pire, ça ne marche pas, mais au moins vous aurez fait de votre mieux et vous aurez essayé. Vous parlez de 300 personnes sur Bagnoles. Sur Bagnoles, oui. Voilà. Et France, on a une idée un peu plus de. On n'est que nous, sur la Ah, il n'y a France. que vous. Alors, Saclay France, je parle, hein, pas des autres filiales. Je suis ma paroisse. J'avais aussi demandé le diaporama que nous avons vu. Est-ce que pour les jeunes qui sont intéressés, qui veulent le revoir, je pourrais le mettre sur notre site? Oui, pas de souci. Au même titre que les vidéos? Oui. Okay. Oui. Alors, il y avait un quiz, on ne l'a pas fait, mais ce n'est pas grave. Sur les questions, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé de le faire. C'était au cas où. C'est pour savoir, c'est quoi les BTS qui vous intéressent le plus? Alors, comme j'ai dit, c'est souvent la maintenance, les BTS électrotechniques, BTS SIRA. Je sais qu'il y a un BTS SIRA ici, dans ce lycée. Voilà, on est assez ouvert, sachant que sur des postes, par exemple en fonderie, on cherche généralement des gens qui viennent de la fonderie, mais c'est introuvable. Les écoles de fonderie, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un BTS fonderie qui existe, mais sachant que des bacs pro techniques comme vous, ou même tertiaire, ça arrive, pour des gens qui ne trouvent pas de travail, on les forme et on les adapte sur ces postes-là. Ce n'est pas une barrière. Et c'était pour savoir les BTS environnement nucléaire. Alors, BTS environnement nucléaire, c'est un BTS qui est un peu particulier parce que c'est très généraliste. Donc, il faut vraiment partir de la base. Donc, sur le BTS environnement nucléaire, vous ne pourrez pas rentrer sur conducteur. Parce que conducteur, on demande beaucoup de compétences et de connaissances très spécifiques en automatisme, en régulation. Et environnement nucléaire n'est pas forcément le plus adapté. Par contre, ça vous ouvre des portes sur des postes d'opérateurs chez nous et sur des postes un peu plus techniques, peut-être un peu dans la maintenance, mais voilà. Postulez, après on regardera votre profil.
Oui, c'est exactement ça. Ce qui veut dire que tout profil, vous pouvez toujours candidater. Et puis, vous, en tant que responsable ressources humaines, avec une équipe vraisemblablement collaborateur, en prenant un ingénieur, un autre et peut-être un technicien, vous avez peut-être plus de facilité à regarder les dossiers et les approfondir. C'est ça? Mais comme je vous disais, par exemple, on a Mickaël, qui est un jeune qui vient de votre lycée, qui a un bac pro, alors je ne sais plus lequel c'était, mais c'était un bac pro technique, qui était à Pôle emploi et qui ne trouvait pas de travail. Donc, on lui a proposé de faire un parcours avec nous. Donc, on lui a fait faire un parcours. Le parcours s'est très bien passé. Donc, du coup, on l'a pris en CDI chez nous. Et maintenant, il évolue au sein de la fusion, la fonderie, vers des postes qu'il n'avait pas imaginés parce qu'il a vu qu'il était en capacité, on l'accompagnait. Et voilà, c'est des choses qui se construisent. Mais je tiens à le répéter, on fait suite à des gens motivés qui sont moteurs avec nous, parce qu'on vous accompagne, mais si vous n'êtes pas moteur vous, de votre côté, eh ben, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la motivation, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Donc, il faut vraiment venir parce que vous avez envie de rentrer dans une entreprise qui va sur l'environnement, qui a des métiers spécifiques et qui ouvre ses portes. Voilà. Je crois qu'il y a une question qui doit les titiller. Vous voulez peut-être venir, ça se passe en fin de mois. Est-ce qu'on peut parler un peu de rémunération? Alors, les rémunérations, il n'y a pas de grille de rémunération, mais pour vous donner un ordre d'idée, chez nous, un opérateur, un jeune opérateur, qui n'a pas forcément une grande expérience, commence entre 1600 et 1700 bruts. Ça, c'est le salaire de base. On est sur 13 mois. Ensuite, selon où vous êtes, si vous êtes en 5-8, vous avez des forfaits de poste. C'est-à-dire, comme vous avez le travail de nuit, on vous rémunère sur la pénibilité. Donc, par exemple, un forfait de poste, c'est 600 € plus brut de votre salaire de base. Le 2-8, c'est 351 € plus, en plus de votre par mois sur votre salaire de base. Ensuite, sur les postes de conducteur où on rentre généralement des bac plus 2 BTS, là, vous êtes entre 1900 et 2100 € en fonction des profils. C'est une fourchette que je vous donne, parce que c'est en fonction de l'âge, de votre profil, du BTS que vous avez. En fonction des BTS, si vous avez un BTS SIRA, vous nous intéressez fortement. Donc, voilà, on essaiera de vous faire venir. Et puis aussi, peut-être, si vous avez déjà fait de l'alternance ou pas. Voilà. Vous avez entendu le BTS SIRA, donc vous êtes tous en terminale. Vous allez candidater, j'espère, pour cette orientation. Moi, je fais une petite parenthèse d'une minute. N'oubliez pas que pour présenter un BTS, s'inscrire à un BTS, vous devez passer par la plateforme Parcoursup. Je pense que vos professeurs vous en ont déjà parlé. Sachez qu'un bac pro, c'est un début de formation. Effectivement. Et parce que peut-être que vous avez eu des moments difficiles, et puis, vous n'avez pas pu partir sur un BTS directement, mais partir sur un enseignement général et technologique, puis un BTS, vous êtes passé par la voie pro. La voie pro, on peut la considérer comme une voie de préparation, et vous êtes en train de préparer en section MEI, MELEC, TU peut-être. Vous avez tout pour réussir au niveau supérieur. Donc, moi, je vous invite, quand Parcoursup sera ouvert réellement pour faire vos choix, à partir du 21 janvier, je rappelle également qu'à partir du 20 décembre, vous aurez toutes les bases de données mises à jour sur Parcoursup et commencez à regarder où se trouvent les formations qui vous intéressent. Mais à partir du 21 janvier, vous allez formuler vos vœux. Faites le maximum de vœux. Ne ciblez pas un vœu, faites X vœux possibles. Parce que fin mars, les inscriptions seront terminées et vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. Tout à l'heure, Madame Champy parlait
lettre de motivation. Sur Parcoursup, vous avez une lettre de motivation à réaliser. Moi, le conseil que je donne, déjà, on peut vous aider à réaliser avec les ateliers que l'on crée au niveau du CIO. On va vous aider à créer vos lettres de motivation. Et vous donner des petites astuces. Madame Champy et ses collaborateurs, quand elle va voir arriver des lettres ou de moins on respire le copier-coller d'Internet, là, ça ne marche pas. Alors, c'est surtout les fautes d'orthographe. Faites attention aux fautes d'orthographe. Des fois, ça pique un peu dans la lecture. J'allais y venir. De toutes les façons, pour pouvoir mettre votre lettre de motivation ou votre CV sur Parcoursup, vous devrez réaliser cette lettre sur un traitement de texte. Tout le monde sait ce que c'est? OK. Allez, Word, etc. Alors, l'informatique, c'est de plus en plus important. Même pour des postes d'opérateurs, on demande aux personnes qui rentrent chez nous d'avoir un minimum de connaissances informatiques et d'être à l'aise. Donc, comme Madame Champy parlait de faute d'orthographe, dans chaque traitement de texte, vous avez un correcteur d'orthographe. Si vous avez des mots qui sont vagués en rouge, il y a un problème. C'est les fautes d'orthographe. Donc, vous avez ce correcteur pour vous donner un choix et vous aider. Donc, il faut en abuser. D'accord? C'est très, très important. Donc, votre lettre de motivation, vous vous présentez. Voilà. Donc, je suis Pierre, etc., etc. Et vous allez surtout parler avec votre langage. N'allez pas chercher sur Internet un site de synonymes où, par exemple, vous employez un mot qui vous semble être de votre vocabulaire et vous pouvez vous dire peut-être que je vais en chercher un peu plus solide pour montrer que je suis au courant. Donc, parlez tel que vous écrivez, tel que vous parlez. Et ça, c'est ce qui pèse et ce qui est le plus important dans une lettre de motivation et un CD. D'accord? Et bien sûr, les fautes d'orthographe. Je vais laisser la parole encore à Mme Champy. Alors après, je suis encore disponible pour les questions, mais je pense que tout a été dit. Oui. Alors, ça marche. Vous avez fait quoi comme diplôme, comme bac, avant de faire des études? Alors, pour qui? Pour moi? Pour vous trois? Alors, moi, j'ai fait général, après économie, parce que ça remonte à moi, et ensuite, j'ai fait la faculté de droit. Voilà, j'ai pas fait sur le C'est bon. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bac S. Je ne sais pas si ça existe encore. Non. C'est un bac scientifique. Moi, je mets bien la physique et après, dans mon projet de carrière, je voulais m'arrêter au DUT. Ça existe encore, c'est les diplômes universitaires technologiques, c'est un peu comme un BTS. Ça existe plus les DUT? C'est le but. C'est je rebondis d'ailleurs. Un peu votre attention. Le DUT n'existe plus en tant que tel. Ça s'appelle donc des buts, puisqu'on les forme maintenant sur 3 ans. Et certains vont bien voir cet après-midi. Cet après-midi, nous avons l'ENEPS de Grenoble qui vient faire une conférence et qui propose au niveau universitaire un but pour Bac Pro, MEI, MELEC et TU. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, je sais que cet après-midi, il y en a qui vont revenir et vous allez voir que, comme je le disais tout à l'heure, votre passage par un Bac Pro vous ouvre toutes les portes. Et l'année dernière, 3 de vos collègues se sont inscrits sur Grenoble et ils sont en pleine réussite. Ils passent brillamment en 2e année. Il y a 3 ans, c'est sûr, mais c'est un but spécial Bac Pro pour l'industriel à Grenoble. Pour le tertiaire, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était dans le tertiaire, c'est sur Marseille, Jean-Pierre. Et il y a une jeune fille d'Einstein qui réussit brillamment. Elle est partie à l'époque d'un bac ARCU. Elle est maintenant majeure de promo en 3e année de but à Marseille et elle est brillantissime. Elle a trouvé un élan et elle a trouvé sa voie. Donc nous, cet après-midi, vous allez entendre parler de ça. J'espère vous revoir parce que c'est une opportunité de pouvoir faire un but en 3 ans en post-bac.
Alors, C'est quoi, Thomas? Donc, du coup, les dictées n'existent plus, les bac plus 2 n'existent plus. Non, le bac plus 2 Bon, n'existe pas. alors l'équivalent pour aujourd'hui, ça serait de faire un but en bac plus 3. Parce que moi, après le dictée, j'ai fait une licence professionnelle, parce que je voulais vraiment m'arrêter. Je voulais vraiment, mon objectif, c'était, comme je vous l'ai présenté, c'était être technicien. Je voulais faire peut-être de la technique, je voulais aller prendre des appareils, aller faire de la mesure. Puis à la fin de ma licence, je me suis dit, bon, pourquoi pas finalement faire 2 ans de plus pour approfondir un peu le truc. J'ai fait un master. Et à la sortie du master, on a le grade d'ingénieur. Et c'est comme ça que je suis rentré dans une autre boîte avant SciLife. Et après, je suis rentré à SciLife. Donc, le but, pour traduire ce que ça veut dire, c'est bachelor universitaire de technologie. après, on ne cherche pas des majors de promotion, hein, attention. Voilà, c'est pas parce que vous n'êtes Non, pas. là, ce que SciLife vous expose, c'est les possibilités que vous avez. Alors, bien sûr, BTS, bien entendu, mais avec les bacs pro, vous avez cette possibilité de vous faire une jolie petite carrière et surtout vous dire que ce n'est pas un point final. Après le bac pro, vous pouvez poursuivre vos études. Oui. Après, vous pouvez vous arrêter au bac ou au BTS, ça ne ferme pas des portes non plus. Si c'est vraiment l'école, c'est pas votre truc, voilà, vous pouvez construire une carrière même si vous arrêtez au bac. Par contre, ce qui est important, c'est le savoir-être et la motivation. Si ça, vous ne l'avez pas, eh ben, c'est compliqué. Tout à fait. C'est pour ça que d'aller chercher ce qui existe déjà sur une lettre, ça ne sert à rien. Il faut que vous montriez votre motivation. Pourquoi je fais ce dossier? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que j'ai envie de faire ça, j'ai envie de réaliser ça. Voilà, ce sont des choses comme ça. Alors, ça peut vous paraître, rigolo, ce que je dis, mais franchement, vous avez un diplôme, actuellement Bac Pro, qui vous permet, qui vous ouvre tout l'espace professionnel. Donc, sachez-le, ce n'est pas un point final. D'autres questions? Merci. Est-ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez vu, est-ce que Thomas peut argumenter en plus, ou éventuellement Romain, est-ce qu'il y a une argumentation? Toi, tu es passé par quoi? Par quel bac? Moi, j'ai fait pareil que Thomas, j'ai fait un bac scientifique. Après, juste pour vous dire, le bac pro, je le connais plutôt bien, parce que ma mère a travaillé pendant 25 ans en bac pro. Il y a des élèves qui ne croient pas vraiment en eux, qui se posent beaucoup de questions. Et plus d'un, des fois, vient manger à la maison chez ma mère 10 ans plus tard et me dit, mais vous écoutez tellement pas et vous faisiez des discours, mais sans vos discours, je serais sans doute pas là. Et en fait, croyez en vous, essayez et vous verrez bien. Je pense que c'est vraiment le plus important. Moi, je n'aurais jamais pensé travailler en tant qu'ingénieur commercial pour la filière internationale chez EDF il y a 6-7 ans, absolument pas. Mais comme l'a dit Thomas, on se construit pas à pas et il faut juste, oui, effectivement, avoir un peu de motivation. Et c'est sans doute des années où on a envie de faire la fête, on a envie de pas trop travailler. Mais c'est des années un petit peu charnières, parce que c'est là que vous ferez la différence. Et même quand je pense Alexandra regarde les profils, c'est toujours celui qui a fait un tout petit peu plus que les autres. Donc ça peut être venir à des conférences, participer, s'intéresser, ça vous donne des points d'ancrage pour ensuite discuter avec une personne en charge du recrutement. Donc ça, je pense que c'est... Je voulais rajouter aussi une chose importante, c'est l'avis de vos professeurs. Il vous reste encore quelques mois pour les séduire par votre travail, parce que sur un dossier, si on voit des avis un peu pas très bien, ça n'aide pas. Parce que le comportement, vous avez entendu, comportement à 100% parfait. C'était pour savoir si vous faites des journées portes ouvertes pour revenir. Alors, on va essayer au mois de février d'organiser peut-être des venues. Alors après, c'est sous réserve de l'actualité, on va dire ça comme ça.
Donc ça, on y travaille un petit peu, mais ce sera des petits groupes, je pense, des groupes de 10 ou 20 personnes en maximum, mais je pense que même 20, ça va être beaucoup. Ça, on essaye de voir si on peut le faire, effectivement. Ce qui veut dire que par l'intermédiaire du CIO et du lycée, on pourrait mettre en place un Alors, groupe. par l'intermédiaire du séminaire, je sais qu'au mois de février, il y a le séminaire, c'est ça. Okay. Donc, c'est pas issu de ça. Oui, on pourra. Moi, j'ai déjà donné un retour positif pour essayer de mettre ça en place. Tout à fait. Ouais. Sachez que les conférences que vous écoutez pendant les JMF du 16 novembre au 16 décembre, ce n'est pas un point final. À partir de février, on va faire ce qu'on appelle les mardis de l'information. Et peut-être que sur ces mardis de l'information, on pourra tomber sur ce séminaire et peut-être aussi organiser une visite du mardi. Oui, après, voilà, on essaie de le mettre en place, donc oui. Alors, sachant qu'avant, on faisait des journées publiques, mais on ne le fait plus depuis l'histoire Covid. Peut-être que voilà, la situation sera un petit peu plus calme. Du coup, c'est par inscription. On s'inscrit. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'inscription, donc ce n'est pas possible. Et on va, pour le mois de février, oui, je passerai par l'école, donc il faudra s'inscrire effectivement. Voilà. On prendra les gens qui sont motivés pour venir nous voir, effectivement. On lancera un petit sondage auprès de vous et de vos professeurs pour voir qui est intéressé pour aller voir ce qui se passe chez visuel. Et donc, on ira ensemble. Je pense qu'à 7, 8, 9, 10, ça peut se faire. 10, oui, maximum, je pense. Donc ça, on tiendra au courant. Surprenante avec par l'intermédiaire de vos professeurs, on fera le nécessaire dès que on va essayer, voilà. Sur le principe, on a donné une. Maintenant, avec des incertitudes, parce que la Covid n'est pas tout à fait stoppée. Je tiens d'ailleurs à vous sensibiliser par rapport à ça, parce que le Covid passe beaucoup par les jeunes et les familles. Nous, notre entreprise, par exemple, on est beaucoup mis en difficulté. Parce que dans les équipes, soit il y en a un qui l'a attrapé, d'autres sont cas contact. Ce qui fait que dans une équipe, il y en a beaucoup qui sont mis en arrêt parce qu'ils doivent être confinés chez eux. Du coup, c'est compliqué pour les entreprises. Donc, voilà, je tiens à vous dire que c'est important de faire les gestes barrières, même si on est tous ennuyés, on en a tous marre, mais c'est très important. Parce que ça a des impacts notamment sur les vies de l'entreprise et sur tout le monde. Voilà. On un petit aparté. On a effectivement quelques incidences au niveau du lycée. Il va y avoir des cas contacts. Bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Non. C'est existant. Non, mais il ne faut pas se relâcher. Ça va aussi au niveau des vétérans d'alternance. Une fois qu'ils ont fini leur semaine d'alternance, la plupart du temps, ils sont pris dans leur entreprise, quoi. Alors, ça dépend comment se passe l'alternance. Si ça se passe bien, on sent que la personne est motivée, les BTS SIRA, on peut les embaucher, leur proposer un poste conducteur. On a des postes pépinières. Qu'est-ce que c'est un poste pépinière? C'est-à-dire qu'on a un effectif, on a des équipes avec tant de conducteurs, mais on va rentrer un conducteur en plus pour l'avoir de former en temps et en heure dès qu'on aura un besoin. Donc, effectivement, si l'alternance se passe bien, on peut le rentrer cette personne dans la pépinière, faire le parcours d'un an que je vous ai dit de compagnonnage, et pour le former, et pour l'avoir dès qu'il est formé. Madame, si vous pouvez remettre le mail là où on envoie. Oui, bien sûr, c'est sur le PowerPoint. Donc, en fait, si vous souhaitez faire une demande d'alternance, il faut écrire là. C'est la boîte de recrutement, c'est l'adresse mail. C'est moi qui les reçois. Ce soir ou demain, vous aurez le diaporama sur le site jmfbagnole.fr. Retenez-le. Alors, jmfbagnole.fr. Sur la page de gare. Sachant qu'EDF prend beaucoup d'alternants. Vous y pensez peut-être pas, mais EDF prend énormément d'alternants. Ils prennent des milliers d'alternants. Donc, vous avez aussi EDF recrute, allez-y pour postuler sur EDF parce qu'il y a Tricastin. Alors, je ne sais pas votre mobilité, mais s'il y a de la famille par là, il y a Tricastin, c'est de là-bas qui prend des gens. Donc, n'hésitez pas à aller voir les propositions d'alternance.
Hein? Je voulais juste terminer à propos de jmbagnole.fr. Vous aurez 2 liens sur la page d'accueil. Un lien pour revoir la conférence d'aujourd'hui, qui sera disponible d'ici 48 heures, et un lien sur notre chaîne YouTube pour revoir tout ce qui a été dit. Donc, vous y allez, et sur le site jmbagnole.fr, dans formation, je mettrai le diaporama que Mme Champy nous a présenté. Vous n'allez pas revenir pour faire une conférence Non, on reviendra sûrement au mois de février dans le cadre du séminaire, mais après, non. Vous pouvez, moi je participe à un projet pour le développement des jeunes au sein d'EDF. Vous pouvez également regarder sur My Job Glasses, je ne sais pas si vous connaissez. My Job Glasses, donc M-Y, job en anglais, et Glasses, G-L-A-2-S-E-S. Vous avez tous les métiers proposés. Et donc chez EDF, on est par exemple un groupe de 150 à participer. Et donc il y a tous les types de métiers. Vous mettez le métier qui vous intéresse, vous demandez un entretien. Donc, vous rédigez un petit mail pour demander un entretien avec le professionnel et ça vous permet d'échanger avec lui pendant une demi-heure à 1 heure. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui. Moi, j'en ai fait un peu plus d'une trentaine avec des étudiants, et des plus jeunes et des moins jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est. Vous êtes tout seul, donc vous pouvez poser vos questions comme vous voulez. C'est aussi quelque chose d'intéressant. My Job, là, c'est M-Y. Job de J-O-B et Glasses G-L-A-2-S-E. Je crois pas, peut-être un S, mais de toute façon, Google trouvera. Google trouve tout. Moi, quand même, franchement, je vous remercie d'avoir fait cet effort. Messieurs, je vous remercie d'avoir fait cet effort de dernière minute. Certains. Et je pense que pour votre information, il est nécessaire de suivre des conférences. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes en bac pro que vous ne pouvez pas écouter ce qui peut se faire en médecine. On est d'accord? Parce que c'est un enrichissement général, un enrichissement personnel. Je laisse les derniers points. Je tiens à vous remercier d'être resté avec nous jusqu'au bout. Moi, ça me permet, j'ai vu un peu des têtes, donc si jamais je vous revois un entretien, je vous reconnaîtrai. Voilà. Bon, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci.